Alors, je vais essayer de terminer le TD. Je me معلق. Et si jamais on a un peu de temps, on va entamer un autre chapitre jusqu'à la semaine prochaine. Si on va faire des séances en présentiel, donc je vais corriger. ماذا Oui, تيدي مش كنخليوه في البريزونسيال خير comme vous voulez. Mais c'est le معناتها تتذكروا من بعد البي بي والبرودكتيفيتي اي وكل. مش مشكل إيه. نعملوا دي زيكزارسيس مع بعض مدام خلوها في للبريزونتير الكلاس. احسن. D'accord, très bien. Mais انا بداو sans تاع problème. شابيتر اخر أنا في البريزونسيال أنا هكا. j'aimerais bien que ça soit une séance de cours, mais قلت peut-être تمشيوش تنساو خاطر بدينا فيها احنا TD, mais on l'a pas encore terminé. قلت تمشيوش تنساو هذاك علاش. باهي. Donc on fera un autre chapitre. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, si jamais on aura des cours en présentiel, donc نرجعوا للTD. فهمنا؟ واضح. Ben, ok. Donc juste, je vais partager avec vous le document. البروف مشيت. ليه ما مشيتش؟ قاعدة نحط في الفلاش ديسك، وك تعرف البيسي حتى يعمل اناليز وحتى يحل لي الفلاش، هذاك علاش. خاطر انا عندي بروبليم دو كونيكسيون، نسخه يا انا قصت علي يا انت مشيت هاولي. ليه ها راني بحذاك لحظة واحدة جست يتحل الدوكيومون هكا. Voilà. Bien. Alors, je vais partager mon écran. On va commencer le chapitre 3. Alors, un petit récap sur le planning qu'on a fait le semestre jusqu'à maintenant. Donc, on a fait un chapitre qui est dédié à la production. On a parlé de la production. On a parlé des deux facteurs essentiels de production qui sont le travail et le capital. On a parlé du PIB, du PNB, de la valeur ajoutée et de la consommation intermédiaire. Et par la suite, donc, on va mettre l'accent sur les deux facteurs essentiels de la production qui sont le travail et le capital. Pour le chapitre 2, on a fait le facteur travail, on a parlé de la population active, c'est-à-dire les personnes qui travaillent ou qui veulent travailler. On a parlé de la population inoccupée, c'est-à-dire les personnes qui
ne travaillent pas et ne sont pas à la recherche d'un travail, tels que les femmes au foyer. On a défini le chômage, qu'est-ce que le chômage, etc. Pour le chapitre 3, on va s'intéresser au deuxième facteur de production qui est le capital. D'accord? Un petit résumé du cours. Est-ce que vous voyez le document? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Alors, donc, on va parler aujourd'hui du facteur capital qui est le facteur 2 dans la production. Donc, pour produire, il fallait deux facteurs essentiels. Un seul facteur, on ne peut pas travailler. Il fallait qu'il y ait le facteur travail, c'est-à-dire les personnes qui vont travailler, ou une seule personne. Donc, on parle de facteur travail. Et le facteur capital, bien sûr, il est composé de plusieurs moyens. Donc, je vais commencer par définir le capital. Alors, le capital, c'est un des facteurs de la production et il est utilisé dans le processus de production. Alors, comment le capital est utilisé dans le processus de production? C'est à travers tout ce qui est machine, équipement, logiciel, matériel industriel, tous les moyens techniques, je dis bien techniques, qui sont nécessaires pour pouvoir produire. D'accord? Mais il y a aussi l'argent. D'accord? Donc, le capital est formé par deux éléments essentiels. Les éléments techniques, c'est-à-dire les machines, les équipements, etc. Et un deuxième élément qui est l'argent. Alors, les équipements, les machines, on les appelle capital fixe. L'argent, on l'appelle capital circulant. Capital circulant parce que l'argent, il est toujours en transaction. On va payer le fournisseur, le client va nous payer, on va mettre de l'argent dans la caisse, on va mettre de l'argent dans notre compte bancaire, on va prêter de l'argent, on va emprunter de l'argent. Donc, il y a toujours une circulation de l'argent. Et pour ces bonnes raisons, on l'appelle capital circulant. Par contre, les machines, les équipements sont utilisés pour plusieurs fois et ils sont généralement fixes. On ne va pas circuler ou déplacer une machine chaque jour, une machine l'atelier 1, l'atelier 2, l'atelier 3. Donc, c'est très rare où on trouve ce cas. Donc, généralement, ce sont des éléments qui sont fixes dans les ateliers et qui sont destinés à la production. D'accord? Alors, voilà, c'est un schéma récapitulatif des deux éléments du capital. Alors, le capital est formé par deux éléments essentiels. Le capital fixe, c'est-à-dire tout ce qui est bien durable, qui dure plusieurs années et qui n'est pas, utilisé une seule fois. Il est utilisé pour plusieurs fois. Donc, si on va acheter des équipements, des machines, des terrains, des bâtiments, des locaux, c'est pour travailler pour une période assez importante. D'accord? On l'appelle capital fixe. Donc, pour le capital fixe, vous allez trouver, comme je viens de dire, les terrains, les bâtiments, les machines, les outillages, les installations, tout ce qui sert à la production et qui est utilisé pour plusieurs cycles de production. Autrement dit, on ne peut pas, par exemple, classer la matière première parmi le capital fixe. Pourquoi? Parce que la matière première est utilisée une seule fois et puis elle est intégrée dans un seul produit pour trouver un produit fini. Donc, la matière première, on ne peut pas la considérer comme capital fixe. C'est une consommation intermédiaire. Par contre, les machines et les équipements, on les utilise plusieurs fois et on les appelle capital fixe. Le deuxième élément essentiel, c'est le capital circulant. Et le capital circulant, c'est tout ce qui est utilisé pour, si vous voulez, une seule fois. Par exemple, comme je viens de dire, la consommation intermédiaire, la matière première.
par exemple, si j'achète de la farine pour faire des gâteaux, la farine, c'est une matière qui est utilisée une seule fois, donc elle est assimilée à une consommation intermédiaire. Et on ne peut pas la classer parmi le capital fixe, c'est un capital circulant. Alors, tout ce qui est utilisé une seule fois dans un cycle de production, il fait partie du capital circulant. Par exemple, l'électricité. Lorsque vous allez utiliser l'électricité, je sais que c'est pour une période de long terme, mais c'est une ressource qui est à chaque fois utilisée, à chaque cycle d'exploitation. Donc, ça fait partie du capital circulant. D'accord? C'est clair? Ben, je passe. Alors, comme vous voyez, donc travail plus le capital fixe, c'est-à-dire les machines, les équipements, les bâtiments, ça permet de transformer le capital circulant, tout ce qui est énergie, tout ce qui est matière première, tout ce qui est produit semi-fini, etc., pour donner finalement le produit fini, ce qu'on appelle la production. Alors, bien sûr, comme on a fait pour le facteur travail, on va faire la même chose pour le facteur capital et on va essayer de mesurer ce facteur. Alors, ce facteur est mesuré grâce à un coefficient, ce qu'on appelle le coefficient de capital, et qui désigne le rapport entre la valeur du capital fixe utilisé sur la valeur ajoutée ou bien la valeur de la production. Et j'insiste sur le terme fixe, Yalaouled. Lorsque on vous demande de mesurer le capital, vous n'allez pas utiliser la valeur, par exemple, de la consommation intermédiaire, ni la valeur de l'énergie. On va utiliser la valeur du capital fixe. Fixe, ça veut dire les équipements, les machines, les bâtiments, les terrains, etc. D'accord? Et on va diviser sur la valeur ajoutée ou bien la valeur de la production. Alors, dès que on trouve le coefficient du capital, on peut faire une petite interprétation sur si vous voulez, la nature de l'activité économique. Je m'explique. Alors, plus le coefficient du capital est élevé, plus on peut dire que cette activité est capitaliste. Capitaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle nécessite beaucoup de capitaux. C'est-à-dire que la production de ce travail incorpore, si vous voulez, un niveau élevé de capitaux. D'accord? Et si jamais vous trouvez un coefficient de capital qui est bas, donc on peut dire que cette activité économique est non capitalistique. Non capitalistique, ça veut dire qu'elle ne nécessite pas beaucoup de capitaux. C'est-à-dire qu'on a besoin même d'une petite somme d'argent ou juste une machine pour pouvoir travailler et faire de la production. D'accord? Donc, ce coefficient, il nous donne un indicateur, il nous donne une indication, pardon, sur le côté capitalistique de l'activité. Donc, je récapitule, plus le coefficient du capital augmente, plus on peut dire que cette activité est capitalistique. Capitalistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette activité nécessite beaucoup de capitaux. C'est clair? Et d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que la majorité des activités économiques actuelles nécessitent beaucoup de capitaux. Si vous voulez, les activités qui ne sont pas vraiment capitalistiques sont généralement les activités artisanales. معناها جبة faite à la main, des tableaux qui sont faits à la main. Donc on peut dire que c'est les activités artisanales en général. Je ne vais pas
je ne vais pas dire à 100%, mais en général, les activités artisanales ne sont pas trop capitalistiques, ne nécessitent pas beaucoup d'équipements, beaucoup de machines et tout. Par contre, Tawa, actuellement, tout ce que vous voyez sur le marché sont des activités économiques capitalistiques qui nécessitent beaucoup d'argent, beaucoup de matériaux, beaucoup de machines, etc. Alors, la productivité du capital, qui m'a chauffé la productivité du travail, on va voir la productivité du capital. Alors, la productivité du capital, c'est l'intégria. Ce n'est pas la production, c'est la productivité. La productivité, c'est une production qui est calculée par rapport à quelque chose. D'accord? Il y a l'intégria. Alors, pour le cas du capital, on va mesurer donc, la productivité, c'est-à-dire l'efficacité du capital dans la production. De combien participe le capital dans la production. Et cette productivité, elle met en rapport les richesses créées par, par ces capitaux fixes, si vous voulez. Alors, la formule, elle est toujours en deux manières. La productivité en volume et on a la productivité en valeur. La productivité en volume, c'est lorsque nous faisons le rapport production en volume sur capital fixe. C'est-à-dire, je vais voir combien d'unités, la quantité, je dis bien la quantité de produits fabriqués par l'entreprise sur le capital fixe. Donc, dans ce cas, on peut dire que notre capital dont on dispose, il a permis de fabriquer, par exemple, 1000 unités, 2000 unités, d'accord? Donc, ça donne une idée sur l'efficacité de notre capital fixe. Et quand vous voyez, là, on met toujours l'accent sur le capital fixe. Tout à l'heure, lorsque j'ai parlé du coefficient du capital, c'est le capital fixe. Donc, on s'intéresse surtout au capital fixe. La productivité du capital en valeur, c'est la même formule, sauf qu'on ne va pas utiliser la production en volume. On va utiliser la valeur ajoutée ou bien la valeur de la production. Et lorsque je parle de valeur, je parle d'unités monétaires, des dinars, des euros, des dollars. Donc, j'ai besoin de savoir cette production, elle vaut combien? D'accord? Donc, elle vaut, on va dire 100 000 dinars, 10 000 dinars. Donc, on va utiliser une unité monétaire et ce n'est pas une quantité. On va la diviser par le capital fixe et de même, on va pouvoir juger de l'efficacité du capital dans la production. Et donc, on a les deux formules de la productivité qui sont très intéressantes. Alors, bien sûr, cette productivité, elle dépend d'un ensemble de facteurs qui sont très intéressants. Alors, tout d'abord, on a la performance des équipements et qui varie en fonction du progrès technique, de l'innovation, etc. Donc, chaque fois où vous avez des équipements qui sont modernes, qui sont sophistiqués, qui sont rapides, donc vous allez avoir plus de production. Et plus vous avez de la production, plus la productivité va augmenter. C'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le taux d'utilisation des équipements. Alors, si vous avez des machines et que vous allez les utiliser, si vous voulez, 24 sur 24, on va dire, d'accord? Sans arrêt. Il n'y a pas de jour de repos. Donc, le taux d'utilisation va augmenter de façon exponentielle. Et dans ce cas, les équipements, au lieu de durer, on va dire 10 ans, ils vont durer 5 ans ou même moins. Et plus on utilise ces équipements, plus la production, elle va diminuer et plus la productivité aussi va diminuer. L'âge du capital, donc le taux d'utilisation, c'est le combien de fois on va utiliser nos équipements. L'âge du capital, c'est, comme j'ouvre des parenthèses bien sûr, chaque produit, chaque équipement, chaque machine a une durée de vie qui m'a la bête. Alors, par exemple, je donne un exemple. Par exemple, les voitures, comptablement, hein, en
une durée de vie qui est égale à 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 10 ans, on ne peut pas circuler avec cette voiture, non. Mais ça veut dire qu'elle est totalement, si vous voulez, on dit comptabilité amortie. Ça veut dire qu'elle n'a plus une valeur en économie, en comptabilité surtout, d'accord? Donc, même les équipements, même les machines ont une durée de vie. Un terrain, par exemple, la durée de vie, c'est 100 ans, d'accord? Nahki comptablement, donc je parle comptablement. Donc, je reviens vers l'âge du capital. Donc, chaque machine, chaque équipement a une durée de vie. Et plus on avance dans l'âge de ce capital, plus il devient obsolète. Je donne un exemple. Une machine qui date depuis 1900, on va dire 80 ou 70, c'est pas, elle n'est pas équivalente à une machine qui est achetée le mois dernier. C'est pas la même chose. Elles ne fonctionnent pas de la même manière, elles ne produisent pas les mêmes quantités, elles n'ont pas la même performance. Donc, c'est l'âge qui donne une idée sur la performance de ce capital. Donc, plus ce capital est âgé, entre guillemets, كبر معناها كبر dans le sens هرم يعني ولا عنده معناها عمر كبير. Plus la production diminue et plus on aura moins de productivité. Un autre élément, c'est la qualification des travailleurs. Alors, vous allez me dire quelle est la relation entre les travailleurs et le capital, puisqu'on a les travailleurs, شفناهم في le chapitre 2, qui est le facteur travail. Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous avez des travailleurs qui sont compétents, qui ont des connaissances en matière de travail avec les équipements et les machines, qui ont eu une formation. Parce que parfois, vous trouvez des machines ou des équipements qui sont trop compliqués. Et qui مثلا يجيك واحد ما يفهم شيء وكل شيء يبدا يمس في الفلس وكل ça cause des problèmes pour les machines et tout. Donc plus vous avez des travailleurs qualifiés qui savent comment faire fonctionner la machine, quand est-ce qu'il faut prendre مثلا un temps de repos, quand est-ce qu'il faut faire de l'entretien, s'il y a des pannes, donc ils savent au moins réparer les pannes faciles, etc. Ça permet de garder entre guillemets en bonne santé ce capital et de le préserver, de l'entretenir et ça permet entre autres d'augmenter la production et par conséquent la productivité. Et finalement, l'organisation du travail. Alors, l'organisation du travail, c'est quoi? C'est le fait de dispatcher les équipes. Alors, il y a des entreprises qui travaillent, par exemple, de 8 heures à, on va dire, 18 heures. Et puis, le capital est mis en repos pour le lendemain. Par contre, il y a des entreprises qui travaillent 24 sur 24. C'est-à-dire, il y a des équipes qui travaillent, par exemple, le matin, des équipes qui travaillent l'après-midi et des équipes qui travaillent la nuit. Donc, dans ce cas, cette organisation du travail, et bien sûr, ces travailleurs, ils vont travailler sur des machines et des équipements de l'entreprise. Donc, plus il y a des équipes qui travaillent sur les machines, plus ces machines ont une capacité qui est exploitée par les travailleurs et donc l'âge va diminuer et elles vont devenir obsolètes, elles nécessitent des réparations et donc la productivité va diminuer. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette organisation du travail actuelle, elle permet d'augmenter le travail. Je vais faire 3 équipes, le matin ou l'après-midi et le soir, ça va augmenter actuellement la production. Je vais augmenter la production et je vais augmenter la productivité. Mais à moyen et long terme, donc vous allez voir ce capital, il va rapidement être, il doit rapidement être modernisé. Vraiment, avec une capacité qui est supérieure à sa réelle capacité. D'accord? L'investissement. Alors, l'investissement, c'est le fait d'acheter des moyens de production.
Et lorsque je parle de moyens de production, si vous voulez, ça englobe beaucoup de choses. On peut parler d'équipement, on peut parler de machines, on peut parler une usine, on peut parler d'une filiale, on peut parler de quoi d'autre, quoi d'autre, des bureaux, des logiciels. Donc tout ce qui aide à la production et qui fait partie du capital peut être acheté et on appelle ça investissement. D'accord? Bien sûr, j'ai énuméré les éléments pour ne pas confondre avec l'achat de matières premières parce que l'achat, par exemple, de farine, par exemple, du fer pour faire des tables, par exemple, des pièces détachées, etc., c'est pas un investissement. Ça fait partie du cycle de production. Donc, maintenant, je ne peux pas parler d'investissement pour acheter de la matière première. Ça fait partie de l'achat de biens de production qui sert au cycle de production. Donc, ce n'est pas un investissement. يعني كي تشري ماكينة كي تشري لوجيسيال كي تشري مثلا بيروات تشري معمل قل لي راني عملت انفستيسمون ما تمشي تشري لي ما نعرفش انا بدير مثلا قماش و دي بوتون دي فيل بور confectionner des vêtements. C'est pas un investissement, ça fait partie de l'achat quotidien. معناها انت مشيت شريت matière première باش تدخلها في le processus de production. C'est pas un investissement. Donc l'investissement porte sur le capital fixe. D'accord? L'investissement concerne le capital fixe. Alors, bien sûr, c'est très important pour une entreprise de faire des investissements, mais ce n'est pas très facile. Allez, chaque investissement nécessite de l'argent et parfois un montant énorme d'argent. D'accord? Donc, pour faire un investissement, il fallait faire toute une étude. D'ailleurs, في الفينانس معناها أي entreprise avant d'entamer ou avant de choisir de faire des investissements, il y a beaucoup de calculs à faire dans le département finance pour pouvoir choisir le bon projet, le bon investissement qui va générer de l'argent pour l'entreprise. D'accord? Alors pour nous, on ne va pas faire tout ce calcul et choisir le bon projet d'investissement, mais on va se contenter de calculer ce qu'on appelle le taux d'investissement. Alors, le taux d'investissement permet de donner une indication sur le niveau d'investissement fait par l'entreprise. Yani combien il représente cet investissement par rapport à la valeur de la production. Alors, comment calculer ce taux? Bien sûr, dès que vous trouvez le terme taux, ça veut dire qu'on va faire un pourcentage. Alors, on va prendre le montant de l'investissement, c'est-à-dire combien coûte cette machine, combien coûte cet équipement, et on va diviser par la valeur ajoutée ou bien la valeur de la production. Et bien sûr, on va multiplier par 100 pour trouver un taux d'investissement en termes de pourcentage. Si nous voulons prendre un taux d'investissement national, c'est-à-dire pour tout le pays, ce n'est pas pour une entreprise. Le taux d'investissement, c'est très restreint, c'est-à-dire pour une entreprise. Alors, si je veux calculer le taux d'investissement pour tout le pays, c'est-à-dire, je veux savoir est-ce que la Tunisie, elle est en train d'investir ou non. Donc, je prends le montant de l'investissement, je le divise par le PIB, le produit intérieur brut, et puis je vais multiplier par 100 pour trouver un pourcentage. D'accord? Bien sûr, plus le taux d'investissement est important, plus ça permet d'améliorer l'économie. On va décaisser de l'argent, mais à moyen et long terme, on va générer de l'argent. Chaque investissement doit rapporter des revenus à l'État ou à l'entreprise. D'accord? Plus le taux d'investissement est bas et moins important, plus on peut dire que ce pays n'est pas intéressé ou elle n'est pas en train de faire des investissements. Bien sûr.
D'accord? D'ailleurs, en Tunisie, on n'est pas intéressé par l'investissement. À la khater, la majorité des fonds qu'on a empruntés du FMI, on est en train de payer, si vous voulez, de camoufler, entre guillemets, je m'excuse pour le terme, les charges, charges les salaires, charges les retraités, charges de l'argent. Donc, au lieu d'investir, des retours, au contraire, on est en train de payer des charges, ce qui n'est pas très bien pour l'économie. Alors, cet investissement peut prendre trois formes. On a l'investissement de capacité, on a l'investissement de remplacement et on a finalement l'investissement de productivité ou de modernisation. Alors, quelle est la différence entre ces trois investissements? Alors, pour l'investissement de capacité, alors l'objectif c'est quoi? Pourquoi faire cet investissement? L'objectif c'est d'accroître les capacités de production de l'entreprise. Par exemple, on a remarqué que la demande de bavettes a augmenté depuis la Covid-19. Donc, une entreprise qui fabrique les bavettes, elle a intérêt à accroître la capacité de production. Comment accroître cette production? C'est grâce à un investissement de capacité. Par exemple, il y a une seule usine, elle peut ouvrir une deuxième usine. Il y a une seule machine, donc elle peut acheter une deuxième machine ou la troisième ou la quatrième. Donc tout ça, l'objectif, c'est de augmenter la production. Et bien sûr, il ne faut pas augmenter la production sans pour autant être sûr que la demande a augmenté. Je dois tout d'abord voir est-ce que vraiment la demande a augmenté sur le marché ou non. Si la demande elle n'a pas augmenté, donc je n'ai pas intérêt à investir. Je vais acheter des équipements et des machines. Pourquoi faire? Pour fabriquer plus et après, je vais stocker le produit. Je vais, donc, dès qu'il y a stockage, ça veut dire il y a charge. Là, hein, qui pour l'entreprise. Donc, je n'ai pas intérêt à fabriquer et à déposer dans le dépôt. Au contraire, j'ai intérêt à fabriquer et vendre. D'accord? Donc, tout d'abord, je dois être sûr qu'il y a une augmentation de la demande. C'est-à-dire que les clients sont en train d'acheter ce produit de plus en plus. Alors, si jamais je suis, ça y est, c'est bon, je me suis assuré qu'il y a plus de demandes sur le marché, c'est-à-dire plus de clients. Donc, dans ce cas, je peux faire un investissement pour accroître la capacité de production de l'entreprise. D'accord? Deuxième cas d'investissement, c'est l'investissement de remplacement. Alors, lorsque l'entreprise remarque que les machines sont totalement amorties, c'est-à-dire l'âge de la machine, ça y est, l'âge final, elle est en déclin, la machine, elle est devenue usée, obsolète, il y a d'autres, par exemple, solutions, d'autres machines, d'autres équipements qui sont sur le marché. Donc, dans ce cas, l'entreprise, elle a intérêt de remplacer cette machine qui est usée et obsolète par une autre machine qui est innovante, qui permet de produire plus, etc. D'accord? Et finalement, l'investissement de modernisation ou bien de rationalisation, on peut, par exemple, ajouter d'autres machines qui sont plus modernes, plus productives, etc. Alors, vous allez me dire quelle est la différence entre le remplacement et la modernisation. Alors, le remplacement, c'est le fait de vendre, ou de délaisser ou bien de jeter les machines obsolètes et usées et d'acheter des machines nouvelles qui sont plus modernes, qui sont plus productives. D'accord? Par contre, pour l'investissement de modernisation, il se peut que nos machines sont encore en bonne santé. Nos machines sont, par exemple, productives, ok. Mais il y a d'autres machines qui sont beaucoup plus modernes, qui permettent de produire encore plus et plus. Donc, dans ce cas, je garde mes machines et j'introduis d'autres machines qui sont plus productives
qui permettent d'améliorer la production et la productivité de l'entreprise. C'est bon? Qui a une question? Ben. Alors, généralement, lorsqu'on parle d'investissement, les économistes, donc, ils parlent toujours d'investissement matériel. Achat, comme je viens de dire, achat de machines, achat d'équipements, achat de, par exemple, de terrain, des bâtiments, construction. Donc, vous voyez, tout ce que je viens de numérer sont des moyens, si vous voulez, matériaux, tangibles. D'accord? Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un autre investissement, ce qu'on appelle les investissements immatériels. Alors, tels que la recherche et développement, la formation du personnel, le marketing. Tout ça, c'est un investissement. Par exemple, lorsque vous allez faire des cycles de formation pour votre personnel, c'est vrai que vous allez décaisser de l'argent, mais en contrepartie, vous allez avoir un personnel compétent, qualifié, et ça va générer plus de production pour l'entreprise et par conséquent, plus d'argent, plus de revenus. Donc, c'est un investissement. Le fait de faire une unité de recherche et développement, de trouver des innovations, de moderniser le produit, de proposer d'autres services, c'est un investissement. Le fait de faire, le marketing, c'est quoi? C'est le fait de faire des études de marché, de faire, par exemple, un bon produit avec une bonne qualité, un joli emballage, de faire une belle publicité qui est, par exemple compréhensible, d'aborder le marketing digital, les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est très intéressant pour l'entreprise. Ça permet d'augmenter, si vous voulez, le revenu de l'entreprise. Ça permet d'améliorer l'image de l'entreprise. Et tout ça, ça fait partie des investissements. Mais ce n'est pas un investissement matériel, c'est un investissement immatériel. D'accord? Alors, pour l'investissement, donc, c'est une décision qui est très, très importante. Et c'est une décision qui nécessite une réflexion très profonde. Pourquoi? D'abord parce que l'investissement, même immatériel, il nécessite beaucoup d'argent là. C'est pas donné là. Là où il fallait avoir un budget pour l'investissement. Premièrement. Deuxièmement, lorsque vous allez faire un investissement, là vous n'allez pas récolter les revenus de l'investissement tout de suite. يعني انا شريت اليوم une machine ولا des équipements راهو مش من غدوه باش نبدا نربح راهو il fallait attendre فما حتى des années ساعات نقعدوا معناها هو يقول لك في الفينانس il faut pas dépasser les 3 années d'accord mais احنا puisque l'entreprise déjà en cours et tout il fallait pas dépasser les 3 années يلزم حتى في عام je dois au moins commencer à récolter les revenus de cet investissement. Troisièmement, lorsque vous allez faire un investissement, parfois vous trouvez plusieurs possibilités et vous vous trouvez dans une situation très embarrassante. Est-ce qu'il fallait investir dans le projet A ou le B ou le C? Donc, et dans ce cas, il fallait faire une étude, comme je viens de dire, très approfondie, surtout en matière de finance, pour savoir quel projet est le plus rentable. D'accord? Et bien sûr, il y a un ensemble des éléments qui interviennent dans cette décision. Alors, tout d'abord, il y a la demande anticipée. Alors, lorsque vous allez investir, il ne fallait pas le faire sans être sûr qu'il y a une augmentation de la demande sur le marché. Et il faut être sûr que vraiment, vous avez besoin de ces machines et que ces machines vont être utilisées à plein temps. يعني أنا نشري une machine pour l'utiliser 1 heure ou 2 heures juste pour une production de 100 unités ومن بعد نمشي نسكرها c'est pas réussi راهو. Soit je vais acheter une machine qui sera exploitée pleinement
je dois utiliser toute sa capacité dans les limites, bien sûr. مش معناها باش نعمل كيما قلت قبيله équipe في الليل ou équipe في النهار. Non, non, non. Par exemple, خاطر هي lorsque vous allez acheter des machines ou des équipements, chaque machine a une capacité technique. Vous la trouvez dans le mode d'emploi de la machine. Donc, supposons une machine, elle travaille par exemple 200 heures par journée. Donc, je vais l'acheter et je vais investir pour 2 heures, barka. Donc, c'est une perte. Donc, soit je vais l'utiliser pleinement, c'est-à-dire 200 heures par jour, soit ce n'est pas la peine de faire un investissement. Deuxième élément, c'est le coût relatif du travail et du capital. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, j'ai une tâche qui peut être faite soit par un employé, handmade, soit par une machine. Et dans ce cas, vous allez me dire une machine je vais l'approprier donc c'est plus rentable et tout. Non, il y a un calcul à faire. Alors je vais comparer le coût, le salaire de l'employé et je vais calculer le coût de cet investissement. Un employé ou donc je vais faire une comparaison entre le coût du travail, c'est-à-dire le salaire des employés, et le coût de l'achat de cette machine. Alors cette comparaison va me permettre de décider est-ce que vraiment l'investissement est nécessaire ou non. D'accord? Troisième tiré qui influence énormément l'investissement, surtout actuellement en Tunisie, c'est le taux d'intérêt. Alors pour faire un investissement, généralement, les entreprises ne creusent pas dans leur fonds. يعني حتى وكان عندها هي فلوس راهي ما تجبدش من فلوس على l'entreprise. تقول لك هذوك ديما نخليهم réserve. Donc généralement, lorsque l'entreprise dispose de fonds, de l'argent dans les banques, elles ne sont pas utilisées pour les investissements. Rarement où l'entreprise utilise son argent pour l'investissement. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va emprunter de l'argent de chez un banquier ou une institution financière, on va dire. Bon, Fitoun, ça en a les banques, mais ailleurs, il y a d'autres institutions financières. Ils salfent le flous. Bref, donc... lorsque vous allez emprunter de l'argent auprès de la banque, la première question à poser à votre banquier, c'est combien le taux d'intérêt. Ou actuellement aux environs de TMM plus 6, je crois. Et c'est un taux qui est très, très énorme. Donc, chaque fois où un investisseur tunisien ou étranger qui va investir en Tunisie et qu'il a besoin d'argent de chez sa banque, il va poser la question, qu'est-ce que je vais payer par la suite? 50 000 dinars, est-ce que ça vaut le coup? Alors, si le taux d'intérêt est très élevé, donc, même باش نربح باش نكون ديما خاسر على خاطر الفلوس اللي باش نربحهم باش يمشيو انتريس للبنك. D'accord? Donc, il fallait toujours faire une étude sur le taux d'intérêt. Parce que le taux d'intérêt va stimuler les investisseurs lorsqu'il est bas et il va faire échapper les investisseurs lorsqu'il est élevé. Un taux d'intérêt élevé ne permet pas ou n'attire pas les investisseurs. Au contraire. C'est pas la peine. كي يتيح le taux d'intérêt تو نمشي ناخذ قرض ونعمل investissement. D'accord? Donc, le taux d'intérêt, c'est un critère qui est très, très important pour stimuler les investissements. Quatrième élément, le profit. Un investissement qui n'est pas rentable, ce n'est pas un investissement. Lorsque vous allez décaisser de l'argent pour faire un projet, pour acheter des machines, pour acheter des équipements, et que ces machines, ces équipements, ce projet ne sont pas rentables, c'est-à-dire ne permettent pas de récolter des revenus, de l'argent, donc on n'a pas intérêt à investir. Pourquoi investir? Tant que les charges sont supérieures au profit, c'est-à-dire l'argent décaissé, il est supérieur à l'argent encaissé. يعني أنا ندخل في بروجي وأنا من بعد مانيش باش نربح ولا باش نربح بعد 10 سنين.
ماهوش investissement هذايا اسمه une perte, d'accord? Donc il faut aussi calculer le profit avant de faire un investissement. Un investissement doit être rentable. Rentable, ça veut dire que les revenus qu'on attend de cet investissement doivent être supérieurs aux charges, aux dépenses engagées. Et finalement, un autre élément qui est très important dans l'investissement, c'est l'environnement. Alors, l'environnement, c'est par rapport à l'environnement légal, c'est-à-dire les lois, c'est-à-dire les décrets, les circulaires. C'est par rapport à l'environnement économique. Est-ce qu'on encourage les investisseurs ou non? Est-ce que le taux d'intérêt est raisonnable ou non? Est-ce qu'il y a beaucoup de chômeurs ou non? C'est par rapport à l'impôt payé par les entreprises. Est-ce qu'on paye beaucoup d'impôts à l'État ou non? C'est aussi un environnement social. Est-ce que les clients vont encore acheter ou non? Est-ce qu'ils achètent notre produit ou non? Est-ce qu'on a une main-d'œuvre qualifiée ou non? Donc, tout ça, ça permet de décider de s'engager dans un investissement ou non. Un environnement favorable permet de stimuler l'investissement. Par contre, un environnement défavorable, comme dans notre cas, ne stimule pas vraiment les investisseurs. Et donc, c'est pour ces bonnes raisons qu'on n'a pas vraiment trop investi pendant les 10 dernières années. D'accord? Et on a terminé avec le facteur capital. Alors, c'est le si vous voulez c'est une chaîne راهي الاولاد عملنا la production. Mais la production, on a détecté deux facteurs, le travail ou le capital. On a fait le chapitre de travail et le troisième chapitre, c'est le capital. D'accord? Alors, qu'il y a une question avant de passer à autre chose. Je suis un page. Mais les chapitres, ils sont au nombre de 7, mais ils sont très courts. Des chapitres lourds avec beaucoup de formules, beaucoup de concepts. Au contraire, ce sont des chapitres light. D'accord? Alors, qu'il y a une question? Non, tout est clair. Tout est clair, très bien. Je passe alors au chapitre 4. Et c'est la répartition primaire. C'est un chapitre qui est très court. Alors, vous voyez le chapitre 4, là où les deux? Oui, madame. Ben. Alors, je vais parler de la répartition primaire. Pardon. La répartition primaire, c'est quoi? C'est le fait de recevoir le revenu du travail et de le répartir. Alors, comment on va répartir ces revenus? Alors, la répartition, c'est quoi? C'est le fait de partager les richesses dans une économie. علاش اسمها primaire? Primaire parce qu'elle est liée à l'acte productif. Alors, lorsque vous allez travailler, vous allez fournir un effort physique ou intellectuel. Dans ce cas, vous allez recevoir de l'argent, je vais dire de l'argent. Alors, cet argent reçu suite à un effort intellectuel ou physique s'appelle revenu primaire. Donc, ces revenus primaires sont des revenus qui sont issus de la répartition primaire. Donc, je récapitule. Alors, on va travailler, on va produire. Une fois l'acte productif est terminé, nous allons recevoir de l'argent sous forme de revenus qu'on appelle revenus primaires. D'accord? Ces revenus sont issus de la répartition primaire. Et ces revenus sont, si vous voulez, la récompense d'un effort physique
ou intellectuel. Que ce soit physique ou intellectuel, moi, j'ai fait un travail. Donc, je vais être payé. Ce revenu, on l'appelle plus exactement revenu du travail. Donc, je récapitule. On va produire, on va travailler et on va recevoir de l'argent. L'argent هذاك مانيش باش نستعمل هو sous forme فما لي salaires وفما حاجات اخرين. Donc انا مانيش باش نقول salaire باش نقول revenu. D'accord? Donc انا je vais recevoir de l'argent. Cet argent علاش l'entreprise عطاتو لي خاطر j'ai travaillé. Donc ça s'appelle revenu du travail. D'accord? Ben, je vais avancer un tout petit peu. Le revenu du travail, il peut être un salaire. Je vais enseigner dans une université. Donc, je vais recevoir un salaire. Et le salaire, c'est mon revenu du travail. Et plus exactement, c'est un revenu primaire. Allez, revenu primaire. J'ai produit un enseignement. Bien sûr, il y a un produit, il y a un service, c'est l'enseignement. D'accord? Donc, suite à des cours donnés aux étudiants, j'ai fait un effort de travail. C'est un effort de travail intellectuel dans mon cas. Donc, j'ai reçu un salaire. Et le salaire, c'est un revenu du travail. Il appartient au revenu dit primaire. B. Est-ce que toutes les personnes qui travaillent reçoivent un salaire? Attends, نشوفوا مع بعضنا. ناخذوا الناس اللي تاخذ في un salaire. Alors, les personnes qui reçoivent un montant régulier, fixe, chaque période, ils reçoivent un revenu salarial. Donc, le salaire, c'est quoi? C'est une rémunération qui est versée par l'employeur à son salarié en contrepartie d'un travail fourni. Conformément, bien sûr, à un contrat de travail qui est signé ou qui lie les deux parties. Donc, tu vas faire un travail et tu vas recevoir un salaire en contrepartie. Le salaire, c'est quoi? C'est un montant stable, régulier, fixe pendant une certaine période. Bien sûr, à un moment ou à un autre, il va augmenter, ça c'est sûr. Et il est indépendant du résultat de l'entreprise. Autrement dit, l'entreprise, تعمل chiffre d'affaires zéro, les salaires internes. Donc, peu importe le résultat de l'entreprise, vous allez recevoir votre salaire indépendamment. Est-ce que l'entreprise est trop bénéficiaire? L'entreprise est déficitaire? L'entreprise n'a pas réalisé ni perte, n'est pas réalisé ni perte ni gain? Peu importe le résultat, je m'en fous. Moi, je reçois mon salaire. D'accord? Mais, à part le salaire, il y a d'autres, si vous voulez, compléments de salaire, tels que les primes. On a les primes du troisième mois. Ce n'est pas le cas pour les enseignants, alors, à propos. On a qu'un salaire عادي كل شهر. Mais il y a des postes, il y a le 13e mois. Par exemple, dans les banques, il y a 17 mois et demi. Ça veut dire quoi, 17 mois et demi? Ça veut dire qu'ils reçoivent chaque mois un salaire. Il y a des mois où ils reçoivent des primes. Les primes sont parfois équivaut à un salaire et parfois moins un tout petit peu de leur salaire et parfois le double de leur salaire. Donc, lorsqu'on fait la somme, on trouve que les banquiers reçoivent 17 salaires et demi. D'accord? Et il y a aussi les bons d'essence. Il y a les primes de transport, il y a les bons restaurants, quoi d'autre? Il y a d'autres avantages. Je parle des avantages en numéraire, يعني فلوس, hein? Donc, هذوما الكل font partie du salaire du salarié. D'accord? Encore, il y a les avantages en nature, tels que la maison de fonction, tels que, comme je viens de dire, les bons d'essence, tels que les bons restaurants, etc. Donc, tout ça, ça fait partie aussi du salaire. Donc, le salaire, c'est
c'est un montant qui est stable, on va dire chaque mois par exemple, plus le 3e, 14e, 17e salaire, c'est-à-dire les primes, plus les primes de transport, plus les commissions, s'il y a des commissions, telles que les vendeurs, par exemple, qui reçoivent des commissions, et plus les avantages, tels que les bancs, la maison de fonction, etc. D'accord? Alors, tout ça, ça englobe le salaire des salariés. C'est bon? Qui a une question? B. Mais, comme j'ai posé la question, est-ce que tout le monde, tous les travailleurs reçoivent un salaire? Eh bien non. Femme des personnes qui ne reçoivent pas un salaire. Qui m'a par exemple un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est-à-dire c'est quelqu'un اللي عنده entreprise. مثلا عطار، خضار، عنده شركة متاع صبابط، متاع حوايج، متاع طواول، متاع كراسي. Un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un projet. Peu importe, un petit projet ou elle a un grand projet. Une petite entreprise ou elle a une grande entreprise. Une start-up ou elle a une entreprise assez développée. Donc, peu importe la forme de son projet, si une personne crée un projet, on l'appelle entrepreneur. Alors, est-ce que l'entrepreneur reçoit un salaire? Eh bien non, il ne reçoit pas un salaire. Bien sûr, pour lui, il peut faire un salaire, mais encore, à part le salaire, il reçoit d'autres revenus qu'on appelle les dividendes. Alors, les dividendes, c'est quoi? Lorsque, مثلا, vous allez faire une entreprise avec des actionnaires, on va dire des actionnaires. Donc, un actionnaire fait une banque. Bien sûr, tu es un actionnaire dans une banque, vous n'êtes pas obligé d'être un travailleur. Je me trouve un étudiant et en même temps actionnaire dans une banque. Est-ce que, en tant qu'actionnaire, vous allez recevoir un salaire chaque mois? Eh bien non, tu n'es un travailleur de la banque. Eh bien, comment ça se passe? À la fin de l'année, après avoir calculé, on va faire le bilan et tout ça, après avoir calculé le résultat de l'entreprise, c'est-à-dire bénéficiaire ou déficitaire, on va prendre l'argent gagné et on va le distribuer sur tous les actionnaires. Donc, chaque actionnaire va prendre une partie de ses gains. Alors, ces revenus, on l'appelle dividendes. Dividendes, les dividendes, c'est l'argent reçu par les actionnaires ou les associés qui ont créé cette entreprise. D'accord? C'est clair? Bien. Par exemple, lorsque vous travaillez comme étant avocat dans votre propre bureau, est-ce que vous allez recevoir un salaire? Eh bien non. Vous allez recevoir ce qu'on appelle les honoraires, al-at'ab. Lorsque vous êtes médecin dans votre cabinet, vous n'allez pas recevoir un salaire, vous allez recevoir des honoraires, al-at'ab. Les experts comptables qui travaillent dans leur bureau reçoivent des honoraires. Les architectes qui travaillent dans leur bureau reçoivent des honoraires. D'accord? Les artistes reçoivent des honoraires. Donc, lorsque je parle de revenus, ce n'est pas toujours un salaire. Il y a les revenus salariaux, le salaire, plus les primes, plus les bons, plus les avantages en numéraire, plus les avantages en nature. Et il y a les revenus non salariaux et qui concernent les personnes qui travaillent librement, tels que les entrepreneurs, tels que les actionnaires, les associés, les médecins, les avocats, les experts qui travaillent pour leur propre compte. مش معناها un médecin dans un hôpital étatique. Un médecin dans un hôpital étatique reçoit un salaire. Un avocat qui travaille avec un grand avocat, il reçoit un salaire là.
Un comptable qui travaille dans une entreprise reçoit un salaire. Donc, il faut insister que toutes ces personnes travaillent pour leur propre compte. D'accord? Donc, les actionnaires, les associés reçoivent des dividendes. Les avocats, les médecins, les experts comptables, les architectes reçoivent des honoraires. Et les revenus non salariaux sont des revenus qui ne sont pas fixes, qui ne sont pas stables, qui sont variables et irréguliers. Au contraire des revenus salariaux. Salaire, تعرفوا كل شهر راهو يجيك كذا. Stable, régulier, fixe et pratiquement dans la même période. Par contre, les revenus salariaux ne sont pas fixes, ne sont pas stables. Au contraire, ils sont variables et irréguliers. D'accord? Alors, les revenus salariaux et les revenus non salariaux sont issus d'un travail. Ce n'est pas d'un capital. Que ce soit pour mon propre compte, que ce soit pour le compte d'une entreprise. Donc, dans ce cas, que ce soit salarial ou non salarial, des revenus de travail. J'ai un travail. Tu as fait un effort intellectuel ou un effort physique ou احنا خلصناك. D'accord? Mais il y a d'autres revenus, les revenus du capital. Alors, les revenus du capital, ce sont les revenus, ce sont des revenus primaires, mais qui proviennent du capital et non pas du travail. Alors, comment? Par exemple, qui compte, par exemple, un terrain وزرعت فيه des زيتون غلة peu importe, d'accord, et donc tu vas recevoir des revenus suite à la vente de la production de votre ferme par exemple, d'accord. Donc dans ce cas on parle de revenus du capital. À part le travail, je sais اللي انت خدمت وتعبت وحرثت الارض etc, mais je parle de la terre. Natikom un exemple khir, d'accord. Supposons cette ferme, tu l'as louée à une personne, d'accord. Donc la personne, elle va te payer sur la location du terrain, par exemple, voilà, de la ferme. Le revenu reçu, c'est un revenu du capital et non pas du travail. عندك ممتلكات كريتهم بعتهم باش تاخذ فلوس. دونك انت الفلوس هذوك ما خديتهمش خاطرك خدمت، خديتهم خاطر تملك حاجه. On appelle ça revenu du capital. Par exemple, إذا كان عندك une maison, عندك un appartement, عندك un dépôt, un local commercial et que tu as loué cette maison, cet immeuble, cet appartement, ce dépôt, là tu l'as vendu. Donc, tu vas recevoir de l'argent. Et cet argent, ce n'est pas un salaire. C'est un revenu qui est issu du capital. Donc, on parle de revenu du capital. Alors, pour le revenu du capital, on a les revenus fonciers. Foncier, c'est-à-dire c'est un revenu qui provient d'une location ou d'une vente d'un revenu du sol. Terrain, ferme, carrière, كريت ولا بعت وخذيت فلوس. Donc, on appelle ça revenu foncier. Les revenus immobiliers, qui sont relatifs à la propriété d'un logement ou d'un bâtiment, maison, appartement, immeuble, dépôt, etc. Ou vous avez mis cette propriété en location ou en vente et vous avez reçu en contrepartie de l'argent. D'accord? Les revenus mobiliers. Alors, les revenus mobiliers, on a deux sortes. L'intérêt. Par exemple, elle est surtout pratiquée par les banques, mais il y a des personnes qui prêtent de l'argent en contrepartie d'un taux d'intérêt. D'accord? Alors, lorsque vous allez recevoir votre argent plus un intérêt, tu n'as pas fourni un effort. Tu as prêté de l'argent et tu as reçu un intérêt. Bon. J'ouvre des parenthèses, l'intérêt haram dans ce cas, mais je ne sais pas est-ce que c'est vrai ou elle est, mais l'intérêt, c'est un revenu. Elle va te prêter de l'argent et elle va recevoir son argent plus un intérêt.
Donc, on peut dire que le revenu de la banque, c'est un revenu mobilier. Et, c'est bon? Et puis, il y a les dividendes. Je viens de parler tout à l'heure des dividendes. Les dividendes, ce sont des revenus zéda du capital. Je peux mettre de l'argent sans travailler. Bon, je peux être, on va faire une entreprise. D'accord? Alors, dans ce cas, on est des propriétaires de l'entreprise, mais en même temps, on travaille dans cette entreprise. D'accord? Mais il y a des personnes qui mettent de l'argent sans travailler. نمشي نشري des actions ولا حاجة في entreprise أما ما نخدمش. D'accord? Donc les dividendes dans ce cas sont un revenu mobilier. C'est un revenu du capital. Les revenus mixtes, ce sont des revenus qui proviennent du travail et du capital. Alors comment ça? C'est le cas اللي كنت نحكي لكم عليهم توا. نخدم ou en même temps, مشارك في حاجة. Donc, on parle de revenus mixtes. Alors, par exemple, je suis couturière et j'ai par exemple, un petit atelier. J'ai deux machines où je fais de la couture et je vends mes vêtements. Les vêtements confectionnés par moi-même. Dans ce cas, je travaille comme étant couturière et en même temps, j'ai mon propre atelier, mes propres machines. Et dans ce cas, je vais recevoir un revenu. Ce revenu, c'est un revenu mixte. Mixte pourquoi? Parce que je travaille et j'ai des propriétés. Donc, باش نخلص على l'effort اللي عملته خيط وباش نخلص زاده على l'atelier وعلى كل les machines اللي يخدموا والضوء والماء وكل شيء. Donc finalement, c'est un revenu mixte. Un revenu mixte, c'est un revenu qui provient du travail et du capital. D'accord? C'est clair? C'est bon? Et on a terminé la répartition primaire. Alors, un petit résumé, la répartition primaire, c'est l'argent qu'on reçoit suite à une production. Un service ou un produit, donc, en contrepartie, on va recevoir de l'argent. Cet argent, c'est soit sous forme de salaire, soit sous forme de revenus non salarial. Les revenus salariaux, salaire, plus les primes, plus les bons et tout ça, ce qu'on appelle les avantages en numéraire et les avantages en nature. Les revenus non salariaux, qui concernent les médecins, les avocats, les entrepreneurs, etc. Et pour un travail rendu. Mais il y a un autre revenu, un capital. Par exemple, une voiture ou par exemple, un bâtiment destiné à la location, un immeuble, un appartement. Donc, vous allez recevoir de l'argent, mais sans travailler. C'est un revenu du capital. Le revenu mixte اللي هو جاي من الترافاي والكابيتال كي يبدا واحد يخدم و ميم طون الحاجه هذيك نتاعو يعني تخدم كوتوريير مش في معمل نتاع العباد في معمل نتاعها donc elle reçoit un revenu qui est dit mixte. Kif lorsque vous trouvez par exemple un menuisier qui travaille dans son propre atelier, par exemple. Donc, il fabrique des tables, des chaises, des bureaux et tout. Et en même temps, il travaille pour son propre compte, dans son propre atelier, avec ses propres machines. Donc, il reçoit un revenu mixte. C'est clair? Je connais une question, là, Ouled. Qui n'a pas compris? Oh, madame, tout est clair. Tout est clair. Bien. Alors, donc on a terminé avec la matière économie et gestion de l'entreprise. Je vais décrocher, on va l'approche systémique de l'entreprise. D'accord? Ouais, à tout de suite. D'accord. À tout de suite. D'accord.